Mais en plus de cette émission Les Experts, Jean-Marc Daniel, comme vous le savez sans doute, fait vers 8h moins 20, 8h moins le quart, 8h moins 20, moins 20. 8h moins le quart. 8h moins 20, 8h moins le quart, une petite chronique extrêmement amusante, qu'il a ressortie d'ailleurs récemment en livre, qui est au fond la petite histoire économique. Et en racontant des petites histoires, c'est fou ce que l'on apprend de choses, et je crois que c'est une excellente forme de pédagogie. Donc c'est Jean-Marc Daniel, le pédagogue, l'auteur de Ricardo revient, Keynes, ils sont restés keynésiens, et l'auteur du Socialisme de l'excellence, qui est un manuel, un mode d'emploi d'un socialisme libéral, dont je regrette qu'il n'ait pas eu beaucoup de lecteurs parmi ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Jean-Marc, tu as la parole. Merci. Écoutez, merci. Donc, merci de m'accueillir. Je vais vous tenir des propos qui seront, j'espère, pas trop décousus, mais autour de ces deux personnalités que sont Ricardo et Keynes, et autour de leur héritage. Je ne vais pas multiplier les références historiques, je vais malgré tout rappeler un peu le contexte dans lequel ils se sont exprimés, puis ensuite je dirai ce que l'on peut retirer effectivement de chacun d'entre eux. Donc comme l'a dit Alain, moi je suis professeur dans une école de commerce. Cette école de commerce, c'est l'école supérieure de commerce de Paris. Certains d'entre vous peut-être en sont issus. Elle a été créée par Jean-Baptiste C. Et Ricardo disait un jour dans une lettre à Malthus, Jean-Baptiste C est un homme très agréable. Enfin, c'est un Français, ce qui déjà pour un Anglais était une forme de faute de goût, et surtout il est clair, disait-il. Et donc c'est une menace pour les économistes, parce que si tout le monde comprend, tout le monde va se persuader qu'il est capable d'être économiste. Et donc notre statut, notre métier est menacé par des gens comme Jean-Baptiste C. En fait, moi je me suis aperçu dans ma carrière d'économiste, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont persuadés de comprendre, et il y en a beaucoup plus que de ceux qui comprennent vraiment. Alors, Ricardo, pour moi, c'est l'économiste qui a inspiré le 19e siècle et qui a construit l'idée essentielle que l'économie doit être une économie, non seulement une économie de marché, mais une économie qui, par le marché et par la concurrence, comme le rappelait Alain, combat les rentes. Et je pense que cette expression de rente est essentielle. Alors, on l'emploie à tort et à travers. D'abord, de même qu'un bon impôt, c'est un impôt qui est payé par d'autres. Chaque fois que je dis il faut promouvoir les talents et combattre les rentes, les gens me disent alors là, je suis bien d'accord avec vous. Parce que moi, j'ai du talent et tous les autres autour sont des rentiers. Et donc, c'est un slogan qui peut paraître un peu démagogique et pourtant qui est important. D'ailleurs, je pense que, et Ricardo l'avait quelque part souligné, c'est que la notion de rente peut aller au-delà de la simple rente foncière qu'il dénonçait dans son livre. La notion de rente peut s'étendre à des sujets qui sont des sujets extrêmement limités. Alors, en face, il y a Keynes qui a été le grand économiste du XXIe siècle, et puis qui a été surtout, à mon avis, le porte-parole d'une pensée qui est une pensée moins anglaise que celle de Ricardo, et plus d'origine, de tradition philosophique allemande, qui fait confiance à l'État, et donc une pensée qui va faire de l'État le porteur d'une réponse aux problèmes de la société. Alors on est arrivé à un stade, on verra ça, où comme le disait Roger Guenry, notre actuel professeur au Collège de France, le 19e siècle a pensé que le marché était la solution et l'État le problème. Le 20e siècle a dit mais pas du tout, le marché est le problème et l'État est la solution. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'État était le problème, il ne nous reste plus qu'à nous convaincre que le marché est la solution. Comme l'a dit Alain, c'est assez difficile à faire passer, surtout par les temps qui courent. Comme vous avez remarqué dans l'actualité, sans inciter, à partir du moment où on dit à des gens on va vous nationaliser pour que vous puissiez continuer à ne rien faire sur le site dans lequel vous êtes parce que le produit que vous vendez n'est pas vendable, il y a une sorte de ruée au portillon de gens qui veulent tous être nationalisés. En disant si être nationalisé ça consiste à continuer à faire semblant de fabriquer un produit qu'on n'arrive même pas à faire semblant de vendre, on veut en être. Et donc, la France est quand même un pays, je racontais ça dans une des émissions, où quand on a fait le bilan de 10 ans de Minitel, le ministre avait dit au l'expert, le Minitel c'est quand même un produit que tout le monde nous envie. Et l'expert avait répondu, hélas personne ne nous l'achète. Et donc on est dans la phase où on nous envie, c'est clair, il va falloir essayer, je pense, de penser à la phase où on nous achète. Alors,
par rapport à ça, je vais vous rappeler 2 ou 3 éléments, non pas sur la biographie en tant que telle de Ricardo et de Keynes. Je pense que ce qui est important aussi dans la production d'une pensée économique, c'est que cette pensée économique, elle est inscrite dans son temps. Quand un écrivain et quand un économiste écrit, il est dépendant de son époque. Et par rapport à cette époque, il a 3 rapports qui sont 3 rapports particuliers. Il y a les gens qu'il déteste et avec qui il règle des comptes. Si vous lisez les œuvres complètes de Keynes, il y a tout un chapitre pour démontrer que Pigou était un économiste extrêmement médiocre qui ne comprenait rien à l'économie. Le seul véritable crime de Pigou, c'est qu'il avait mis 4 au concours d'entrée à l'école britannique à l'épreuve d'économie à Keynes. Ce qui fait que le malheureux Keynes s'est retrouvé au trésor colonial. Et donc, si vous vous intéressez à la vie de Keynes, vous verrez que sa première mission était de réfléchir à l'élevage des bovins en Inde, ce qui est un sujet important, parce que quand même le cheptel est important, mais que Keynes vivait comme une humiliation personnelle, et donc Pigou a fait les frais de la hargne de Keynes pendant toute sa vie. Et encore aujourd'hui, être keynésien, c'est détester Pigou. Sans qu'on sache au juste ce qu'il a dit, mais on déteste Pigou. La première acte d'adhésion à la secte, c'est la détestation de Pigou. Et donc, il y a les gens qu'on déteste. Ricardo détestait aussi des gens, essentiellement son père d'ailleurs, ce qui est plus traditionnel. Et puis, ensuite, il y a l'époque dans laquelle vous vivez. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Ricardo vivait à une époque où le pays dominant, qui était le producteur intellectuel de la pensée économique, qui était le Royaume-Uni, alors qu'il venait de gagner contre Napoléon, avait des doutes sur lui-même. Et donc, c'est une pensée qui est assez souvent décrite comme une pensée sinistre. On dit l'économie politique classique est une science sinistre. Et donc, ça correspond dans le style à une forme effectivement d'angoisse générale. Ce qu'il faut savoir aussi sur Ricardo, c'est que son père était un juif très pratiquant et lorsqu'il l'a amené pour la première fois dans une salle de classe, il s'est aperçu qu'il y avait un crucifix. Et donc il a dit, il n'est pas question que mon fils étudie à côté de cet assassin. Et donc, puisqu'il considérait que, puisque les chrétiens accusaient les juifs d'être déicides, les juifs devaient accuser les chrétiens d'être des assassins pour des raisons que je ne vous détaille pas. Donc Ricardo était autodidacte et il disait « Je suis un autodidacte qui a eu un maître très approximatif ». Donc il écrivait un anglais qui est quelquefois assez difficile à lire et si vous voulez vous intéresser à la pensée de Ricardo, le meilleur texte que l'on puisse aborder sur Ricardo, c'est le cours d'économie politique de Pellegrino Rossi, qui était un des lointains prédécesseurs de Roger Guenry, qui était professeur au Collège de France et qui a fait un cours d'économie dans les années 1840, qui est la pensée de Ricardo rendue accessible à des Français. Alors, dernier élément dans toute pensée économique, il y a donc la théorie, ce qui va rester de cette pensée économique. Le véritable enjeu, c'est d'essayer de faire le tri dans une pensée économique entre les aversions personnelles d'un individu, entre les réponses à des problèmes qui ne se posent plus, et les choses qui subsistent, qui demeurent et qui font la théorie économique. Dernier élément sur Ricardo, quand je parle à mes étudiants, je leur dis qu'il était membre du Parlement britannique et il avait été élu par 17 électeurs. Et donc avec un taux de participation de 100%. Car il avait été élu à cette époque où il y avait des bourgs pourris dans le système électoral britannique et dans la circonscription où il était, il y avait 17 électeurs. Et, et quand on regarde les biographies, on marque qu'il avait acheté une pairie. J'ai vu ça dans plusieurs... Il n'avait pas acheté une pairie, il avait été élu à la Chambre des communes. En revanche, il avait acheté les électeurs, ça c'est clair. D'ailleurs, il n'y était jamais allé, il avait simplement envoyé une lettre. Ça se passait en Irlande, donc c'était un vrai Anglais, il n'envisageait pas d'aller en Irlande. Et donc en Irlande, à l'époque, très peu de gens avaient le droit de vote, puisque c'était réservé aux non-catholiques. Les catholiques n'avaient pas le droit de vote. Et son programme électoral, c'était quelles que soient les promesses faites par mon adversaire, je vous promets 20% de plus. Et donc il avait fait 17 voix sur les 17 électeurs. Je ne donnerai pas de conseils à des gens qui ont des problèmes électoraux en ce moment, mais finalement c'est un programme qui est efficace. Alors évidemment, leur enjeu c'est pas tellement de payer plus, c'est de savoir à qui, puisque manifestement ils ont du mal à savoir qui vote et qui a voté. Et donc
Sur Ricardo, je dirais simplement, Ricardo s'inscrit dans une logique intellectuelle, qui est une logique intellectuelle qui est d'abord un héritage d'Adam Smith. Je ne vais pas insister sur l'héritage d'Adam Smith, je reviendrai sur le fondement de l'économie politique classique. L'important chez Adam Smith, c'est l'introduction qu'il a trouvée déjà chez les physiocrates, qui est de la notion d'intérêt, et cette césure qu'il fait dans certains de ses écrits entre le spectateur impartial, c'est-à-dire la capacité qu'a l'homme, quand il analyse une situation, à se prendre en recul par rapport à lui-même, à vivre totalement par rapport à lui-même, et le fait que dans la réalité, face à ce spectateur impartial, l'homme subit un comportement en acteur sentimental. Le deuxième élément qu'on ne mesure pas, et je pense que Ricardo le mesurait, c'est l'impact qu'avait eu Rousseau sur toute la génération à la fois d'Adam Smith et sur la génération de Ricardo. Vous le savez probablement, vous ne le savez peut-être pas, mais Malthus, qui était le grand ami de Ricardo, était le fils de l'exécuteur testamentaire de Rousseau. Malthus a eu comme particularité de rencontrer personnellement Rousseau, et Malthus a fait de la prison pour avoir défendu Robespierre dans un article sous la Révolution française. Après, ça l'a un peu calmé, et ça lui a permis d'avoir une vision beaucoup moins favorable des idées de Rousseau. Pour la petite histoire, Daniel Malthus, qui était le père de Malthus, était devenu l'exécuteur testamentaire de Rousseau parce qu'il était le voisin de David Hume. Et donc il avait rencontré Rousseau par l'intermédiaire de David Hume, qui, vous vous souvenez dans l'histoire, est le personnage qui va chercher Rousseau en France et qui le conduit en Angleterre. Et donc quand David Hume meurt, l'exécuteur testamentaire de David Hume, c'est Adam Smith, et donc Adam Smith vient faire l'état des lieux pour préparer la succession de Hume, qui était célibataire, donc ça revenait dans une famille un peu éclatée. Et donc il y a le fils du voisin, le jeune Robert Malthus, qui est en train de regarder ce que fait Adam Smith, et il s'aperçoit que Adam Smith vole une partie de l'argenterie. Donc le jeune Malthus va dénoncer Adam Smith à la famille de Hume, ils sont des gens un peu éloignés, et Adam Smith lui met une paire de claques. Et Malthus lui dit « je me vengerai ». Si vous avez lu du Malthus sur Adam Smith, vous apercevrez que là aussi ça a été le cas, c'est-à-dire qu'il s'est vengé. Ce qui est important, indépendamment de ces anecdotes sur les relations entre ces hommes, c'est que ce qu'il y a dans la main invisible, c'est la capacité de l'économie de marché à lever le dilemme que posait Rousseau dans l'inégalité des hommes. Rousseau disait, vous avez grosso modo le choix entre être libre mais seul, ou être en société, mais à ce moment-là, du fait de l'existence de la propriété, être en situation d'inégalité et voire de situation de humiliation sociale. Et donc la société offre à l'homme le choix entre l'inégalité et l'humiliation sociale ou la solitude. Et ce que explique assez bien Adam Smith, c'est que le marché, ça permet d'avoir des contacts avec les autres individus sur la base de l'égalité et sur la base d'un intérêt partagé qui conduit à une amélioration globale de la position de chacun. C'est l'histoire du boucher ou du boulanger qui vous vend son pain ou sa viande, non pas parce qu'il a une estime pour vous, c'est parce qu'il satisfait un intérêt. Et grâce à ce mécanisme de marché, les deux s'en trouvent dans une situation améliorée. Et donc, ce qu'il y a d'important dans cette pensée-là, encore une fois, c'est que toute cette pensée de cette époque se construit contre Rousseau, à tel point qu'il y a un personnage que nous allons voir un peu plus loin, qui s'appelle William Nassau Senior, et William Nassau Senior va dire face à Rousseau, il y a pire que la solitude, c'est la promiscuité. C'est-à-dire qu'il y a pire que de vivre seul, c'est d'être obligé de supporter les autres. Alors, à titre personnel, je ne suis pas loin de penser la même chose, mais c'est une réflexion qui est un peu extra-économique, mais qui n'en est pas moins importante. Car fondamentalement, un certain nombre de sociétés ont rêvé d'instaurer la promiscuité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de penseurs qui ont rêvé et considéré que le bonheur passait par la promiscuité, par le partage de tout et par la vie en commun, y compris dans les moindres détails de sa vie privée. Vous avez donc chez Adam Smith la division du travail, je n'insisterai pas là-dessus. Vous savez que cette division du travail chez Adam Smith est décrite dans le premier chapitre de son livre, où il décrit une usine d'épingles. Bon, cette usine d'épingles n'existe pas puisque ce premier chapitre est en fait le plagiat de l'article clou de l'encyclopédie. Et donc,
à l'époque, enfin apparemment c'est une tradition qui s'est perpétuée, un certain nombre de gens qui écrivent des livres éprouvent le besoin de les pomper chez d'autres. Et ensuite, vous avez la défense de la division internationale du travail avec la notion d'avantage absolu. J'ai mis le traité de 1786 parce que ce qui est intéressant, c'est que la seule fois où Adam Smith va prendre position dans un débat politique, ça va être au moment de la signature entre la France et le Royaume-Uni d'un traité de libre-échange, et il va être favorable à ce traité. Et il va être favorable à ce traité parce qu'il pense que l'Angleterre a tous les avantages absolus. Et donc, grâce à ce traité, l'Angleterre va ruiner la France. Donc, il a une vision du traité qui est une vision qui n'est pas conforme à la notion de main invisible, il a une vision du traité qui est une vision relativement agressive à l'égard de la France. Pour la petite histoire, ce grand défenseur du libre-échange a fini sa vie comme douanier, ce qui prouve que là aussi, il y a quelquefois des contradictions entre la théorie et la pratique. Enfin, dernier élément sur l'héritage d'Adam Smith avant d'arriver à Ricardo lui-même, il y a dans la richesse des nations un passage sur ce qu'est la véritable moyen, la véritable politique économique efficace. Et il dit c'est celle qui garantit la paix, qui repose sur une justice équitable et pour laquelle il y a une faible imposition. Dernier élément, je vous rappelle que parmi l'héritage de Rousseau, il y a le fait que le mot imposteur, ce que rappelle Rousseau dans son article sur l'économie politique, imposteur en français, ça veut dire qui crée des impôts. Et donc Rousseau explique bien que ce mot, progressivement, est devenu le symbole pour les Français de la capacité à les voler en leur mentant. Un imposteur, à l'origine, c'est celui qui crée des impôts, et maintenant, c'est quelqu'un qui vous vole à vous mentant. Finalement, Rousseau a laissé des traces qui ne sont pas si négatives que ça. Donc, David Ricardo, je ne reviens pas sur le fait qu'il a vécu une période qui était un peu triste. Deux choses sur ce qui est important dans la mécanique intellectuelle de Ricardo, c'est qu'il vit une époque qui est fascinée par les mathématiques. Et donc, il va concevoir une méthode d'utilisation de l'économie dans laquelle le mode d'expression est un mode d'expression axiomatique. On pose des principes et on raisonne par rapport à ces principes. L'élément surprenant dans tout ça, c'est qu'il ne va pas aller jusqu'au formalisme mathématique. Je ne vais pas m'étarder là-dessus, mais la pensée de Ricardo s'exprime encore de façon littéraire par quelqu'un qui parle assez mal l'anglais, ce qui fait que la pensée de Ricardo, quand on va dans les textes, est assez laborieuse. Lire du Ricardo, ça demande un certain effort. La maison de Ricardo, à l'heure actuelle, est occupée par la princesse Anne, et puisque à la fin de sa vie, il a fait don de ses biens à la couronne britannique, et dans la famille royale anglaise, on ne cède jamais rien. On garde tout. Et donc, la princesse Anne y est installée, et quand on a l'occasion, ce qui n'a pas été mon cas, mais les gens qui l'ont rencontrée, lui rappelant que c'était, elle dit toujours, j'ai pas dépassé la 10e ligne. Donc, c'est assez abscon de lire du Ricardo, car, encore une fois, même pour un anglais, c'est dans un anglais qui est un anglais compliqué. Autant l'anglais de Adam Smith est un anglais assez facile, l'anglais de Keynes est un anglais déjà moins facile, mais l'anglais de Ricardo est totalement incompréhensible. Donc je maintiens, l'accès à la pensée de cette époque-là tourne, à mon avis, beaucoup autour d'Épigone, et en particulier en français de Pellegrino Rossi. Cette démarche axiomatique, elle s'exprime au travers de ces 4 axiomes qui sont les axiomes de Senior. William Nassau Senior, c'est un des économistes proches de Ricardo. C'est dans l'histoire notre grand patron spirituel à nous autres professeurs d'économie, puisque c'est le premier personnage à avoir enseigné l'économie dans une institution publique. C'est le premier professeur d'économie à Oxford de l'histoire. Il a laissé d'ailleurs sa leçon inaugurale où il explique que l'économie est une science. Et il s'est posé la question de savoir s'il devait enseigner l'économie ou pas. Et il a enseigné l'économie parce que l'économie est une science. Il explique bien dans sa leçon inaugurale que s'il avait eu la conviction que l'économie c'était de la propagande, il n'aurait jamais accepté de vivre sur de l'argent public. Que l'on enseigne de la propagande et que l'on fasse de la propagande avec de l'argent privé lui paraissait normal, mais dès lors qu'on était dans un système universitaire, on devait enseigner quelque chose de scientifique. Les gens qui critiquent ce discours font remarquer qu'à l'époque, il y avait des cours de théologie dans les facultés britanniques, mais pour quelqu'un de cette époque-là, la théologie était une science. Les 4 axiomes de Ricardo et de Senior sont là. Le premier, c'est l'axiome sur l'intérêt.
le second, c'est un axiome anti-malthusien qui explique bien que le problème de l'humanité, c'est pas son nombre, et que on trouvera toujours le moyen de répondre aux problèmes qui se posent. On interprète ça maintenant dans l'économie, dans le fait que, en réalité, la capacité intellectuelle de l'humanité lui permet de résoudre ses problèmes. Et la capacité intellectuelle de l'humanité est telle qu'à chaque fois qu'elle est confrontée à un problème, la nécessité de ce problème la conduit à réagir et à trouver une solution. Le troisième, c'est que pour accroître la production, il faut consacrer une partie de cette production à préparer la production future, c'est-à-dire c'est la défense de l'investissement. L'investissement est utile, l'investissement est à l'origine de la croissance économique, parce que l'investissement est le biais par lequel l'économie incorpore du progrès technique. Enfin, le dernier, qui est un des plus célèbres, c'est celui sur les rendements décroissants. Si vous avez le même savoir-faire agricole dans une économie, donc le même savoir-faire d'une façon générale, vous avez des rendements décroissants, c'est-à-dire que toute mise en production supplémentaire réclame de plus en plus de travail. Les rendements décroissants, c'est fondamental, c'est ce qui structure la pensée économique actuelle et c'est ce qui va poser problème, car il y a de plus en plus d'activités économiques qui se définissent comme n'étant pas en rendement décroissant. Un des champs de réflexion pour moi de la pensée économique à venir, ça va être comment quitter un monde des rendements décroissants en un monde qui sera un monde à rendement croissant. Il reste néanmoins qu'il y a un facteur de production, un élément dans la production qui est à rendement décroissant, c'est que normalement les hommes sont à rendement décroissant. On a des hommes qui sont de moins en moins efficaces au fur et à mesure qu'on augmente l'emploi. Concrètement, normalement, une entreprise commence par embaucher les gens qui sont les plus compétents par rapport à son projet. Et puis ensuite, lorsqu'elle veut étendre sa production, elle a à sa disposition des gens qui sont moins bien formés. Alors, par rapport à ça, que va apporter Ricardo par rapport à l'école précédente? Car le raisonnement économique fonctionne toujours par une école dominante, la capacité de cette école dominante à répondre aux problèmes du moment, comme je l'ai dit, et puis le constat à un moment donné que la société ayant évolué, les problèmes du moment ne sont plus de la nature exactement de ceux qu'avait traité l'école précédente. Et donc à ce moment-là, vous avez deux attitudes possibles. Soit vous déclarez que l'école précédente était à côté de la plaque, soit vous déclarez que vous êtes là pour améliorer la pensée de l'école précédente. Une des habiletés de Ricardo, ça va être de déclarer qu'il est là pour améliorer la pensée précédente, qui est celle des physiocrates et d'Adam Smith. Ici, je résume trois éléments essentiels de la pensée de Ricardo par rapport à l'école précédente. L'école précédente met en avant la supériorité de l'agriculture et elle met en avant le rôle de l'agriculture dans la croissance économique. C'est une idée qui a été, à mon avis, dévoyée. On a considéré que les physiocrates étaient vraiment des réactionnaires un peu stupides, parce qu'ils croyaient que le monde allait finir dans un vaste royaume agricole. Ce qu'il y a chez les physiocrates, il y a une composante assez réactionnaire, et puis une composante là aussi assez rousseauiste, c'est-à-dire on aime la nature, il y a déjà des gens qui ne veulent pas qu'on fasse du mal à la nature, il y a déjà des gens qui souffrent en même temps que les arbres que l'on abat. Mais chez certains physiocrates, il y a cette idée que la force de l'agriculture, c'est la capacité à récupérer le soleil, et le soleil, c'est l'énergie. Et vous avez des passages, notamment chez Dupont de Nemours, où il explique bien que l'enjeu de la croissance économique, c'est d'avoir une énergie bon marché. Que l'agriculture, c'est le soleil de demain. Le charbon que les Anglais sont en train de mettre en exploitation, c'est le soleil d'hier. Et que ce qu'il y a de consternant dans ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'elle n'arrive pas à utiliser le soleil d'aujourd'hui. Et Dupont de Nemours dit le véritable enjeu pour l'humanité, ça va être sa capacité à utiliser le soleil d'aujourd'hui, qui est une réserve quasi infinie d'énergie. Les gaz de schiste, c'est encore le soleil d'hier. Et donc l'humanité résout systématiquement ses problèmes, pour l'instant, avec le soleil d'hier. Les gaz de schiste, le pétrole, le charbon, tout ça, c'était le soleil d'hier. La biomasse et tout ça, c'est le soleil de demain. C'est le produit de la transformation. Comment arrivera-t-on à utiliser le soleil d'aujourd'hui? Toujours est-il que Ricardo ne va pas se mettre dans cette situation-là, il va se mettre dans le fait que les rendements décroissants ont comme conséquence de faire apparaître dans la société trois types d'individus. Et là aussi, il va les positionner dans le temps. Il y a le rentier, qui est le propriétaire terrien, qui va gagner son revenu sans avoir à fournir le moindre travail. C'est l'homme du passé. Il y a
le travailleur qui va gagner son revenu en fournissant sa force de travail et qui va permettre la culture des champs qui sont à disposition, c'est l'homme du présent. Et puis il y a l'entrepreneur. Alors l'entrepreneur est un mot qui est issu des écrits d'un écrivain irlandais qui s'appelait Richard Cantillon. Vous vous souvenez tous peut-être que le président George W. Bush, un jour, dans une phase d'agacement face à Jacques Chirac, avait dit « Le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas de mot français pour dire « entrepreneur ». Et donc effectivement, en français, « entrepreneur », ça se dit « entrepreneur », et c'est un mot qui a été inventé par un Français. Alors, le personnage en question avait une vision quand même assez bizarre de l'entreprise, puisqu'il a fait fortune dans des escroqueries à l'assurance, et il mettait le feu aux maisons qu'il achetait, et ça s'est mal terminé, puisqu'il a fini par mourir dans un de ces incendies. Mais le mot est resté. Les Anglais ont gardé d'ailleurs le mot undertaker, et puis le mot undertaker en anglais, vous savez que ça veut dire croque-mort maintenant, et donc la vision qu'ont les Anglais de l'entreprise est quand même assez étrange. Toujours est-il que l'entrepreneur, c'est le personnage qui prépare l'avenir. Or, ce que démontre Ricardo, c'est que le mécanisme des rendements décroissants fait que l'augmentation de la production pénalise l'entrepreneur au profit du rentier. Et donc le véritable enjeu d'une société, et ça c'est le message que je trouve essentiel, c'est de préserver celui qui prépare l'avenir, c'est-à-dire l'entrepreneur, et de faire en sorte de sortir du jeu le plus possible le rentier. Je dis le plus possible parce que Ricardo a conscience d'une chose, c'est que le rentier qui est le propriétaire foncier tire sa rente de son droit de propriété. Et donc Ricardo comprend que la remise en cause de cette rente peut conduire jusqu'à la remise en cause du droit de propriété. Ce qu'un certain nombre de gens d'ailleurs ne vont pas se priver de faire, puisque Karl Marx va dire, écoutez, il faut être cohérent. Si le problème c'est le droit de propriété, moi j'ai la solution, je supprime le droit de propriété. Si vous lisez ou relisez le manifeste du Parti communiste, dans les 10 propositions que font les communistes de Marx en 1847-1848, il y a la nationalisation des terres pour récupérer la rente et recycler la rente au profit de la collectivité. Donc, Ricardo voit bien qu'il y a là un nœud, un problème, c'est ce qui fait que je pense que sa pensée est extrêmement importante et extrêmement utile, c'est qu'il y a dans une société des rentes, c'est-à-dire des mécanismes qui sont issus en particulier du fonctionnement de l'état de droit, et que ces mécanismes permettent à des groupes sociaux ou à des individus de recevoir un revenu sans fournir en regard un travail correspondant. Malthus répond à ça en disant « Oui, mais ils ont une certaine légitimité ». Malthus dit bien « Qui sont les rentiers ? Ce sont les gens qui appartiennent à la noblesse. » Or, la noblesse anglaise a bien mérité de l'histoire de l'humanité, car la noblesse anglaise a débarrassé l'humanité de Napoléon. La noblesse anglaise a rendu service à l'humanité, et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison de contester sa rente. Néanmoins, dit Malthus, je comprends qu'en France, on ait pu contester la rente, car la noblesse française avait failli. Vous avez dans les œuvres de Malthus tout un passage sur l'affaire du collier de la reine, où il explique que de ce jour-là, il était évident que la rente de la noblesse française, qui était une rente terrienne, était illégitime, car en face de ce droit qu'elle avait, qui était un droit de propriété, il y avait des devoirs dont elle manifestait qu'elle était incapable de les remplir. Donc, le véritable enjeu, c'est d'identifier les rentes et de se poser la question comment combattre ces rentes ou comment leur définir une légitimité. Concrètement, en ce moment, vous avez une rente qui est une rente évidente après laquelle tout le monde court, qui est la rente de l'emploi public, puisque les gens de ArcelorMittal veulent accéder à la rente de l'emploi public. La vraie question qui se pose, c'est quelle est la légitimité de cette rente de l'emploi public. À titre personnel, bien qu'étant fonctionnaire protégé par un statut extrêmement blindé, je pense que c'est un des enjeux clés que de faire sauter cette rente de l'emploi public. Je reviendrai là-dessus dans mes conclusions d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, à partir de là, Ricardo explique que le libre-échange a une utilité, c'est qu'il abaisse le niveau de la rente. Enfin, Ricardo rappelle que la dette publique est un des mécanismes générateurs de rente, et qui plus est un mécanisme générateur de rente qui est contraire à l'éthique, car elle a comme conséquence de prendre de l'argent aux pauvres pour payer des revenus aux gens qui ont pu acheter les bons du trésor, c'est-à-dire aux riches. Donc, il n'emploie pas une expression qui va apparaître plus tard dans la pensée économique qui s'appelle le Robin Hood Reverse. Le Robin Hood Reverse, c'est un mécanisme par lequel l'État, qui est là normalement pour aider les pauvres et pour assurer une forme de
harmonisation sociale en donnant des services aux pauvres grâce aux impôts des riches. Les mécanismes en Robin Hood Reverse, c'est l'inverse de Robin des Bois, ça consiste à prendre aux pauvres pour donner aux riches. Et donc Ricardo identifie comme premier élément où on prend aux pauvres pour donner aux riches la dette publique. Et il développe un discours que l'on récupère maintenant sous le nom d'équivalence ricardienne en disant c'est sur le plan politique illégitime et sur le plan économique inefficace. Et pourquoi c'est inefficace? Parce que dans les deux cas, l'État ponctionne de l'argent sur l'ensemble de la collectivité. Dans le cas de l'impôt, elle ponctionne cet argent de façon violente. Dans le cas de la dette, elle ponctionne cet argent sur la base d'un volontariat, mais un volontariat qui est acheté sur le dos des impôts des pauvres. Et donc il dit la dette, c'est le pire mécanisme qui puisse arriver, car c'est inefficace sur le plan économique et injuste sur le plan politique. C'est contre ça que Keynes va s'élever, et nous allons voir dans quelles circonstances et pourquoi. Alors, dernier élément sur Ricardo, car c'est important, Ricardo évolue dans un domaine où la quantité de monnaie en circulation est déterminée par l'or. Dans Ricardo, vous avez une formule assez célèbre où il dit l'inflation n'est pas un problème économique, c'est un problème géologique. Au XIXe siècle, la quantité de monnaie en circulation est liée à la quantité d'or dont dispose le système. Concrètement, quand on étudie la monnaie, alors on a plusieurs, mais la monnaie, on ne définit pas la monnaie, on définit des attributs, des fonctions, des missions attribuées à la monnaie, et on regarde quels sont les objets qui peuvent servir à faire de la monnaie. Vous avez, dans les fonctions de la monnaie, traditionnellement, c'est le fait de permettre l'échange, deuxièmement, de permettre l'émergence d'une grille de prix, et troisièmement, de préserver le pouvoir d'achat de la population. Concrètement, c'est assez évident, quand vous êtes dans une société de troc et que vous voulez 1 litre d'huile d'olive, eh bien vous arrivez avec 1 kilo de pommes de terre. Le problème, c'est que si le marchand d'huile d'olive ne veut pas de pommes de terre, ben vous êtes dans une situation qui est bloquée. Et il faut attendre, il faut que vous trouviez un système. Le système, c'est d'intermédier la situation, d'avoir une tierce personne, et cette tierce personne, c'est la monnaie. Le véritable enjeu un des véritables enjeux de la réflexion monétaire, c'est que l'objet qui va se retrouver en situation monétaire est un objet qui peut avoir des fonctions extra-monétaires. Concrètement, la quantité de monnaie en circulation va dépendre essentiellement, en fait, de l'utilisation extra-monétaire de l'objet. Vous avez en ce moment des études sur les talons or et le fonctionnement de la quantité de monnaie en circulation qu'il y avait dans l'Empire byzantin et le rapport qu'il y avait entre l'inflation-déflation et les querelles iconoclastes. De quoi s'agit-il? Vous êtes en situation d'inflation, c'est qu'il y a trop d'or en circulation. Donc, pour retirer de la monnaie, vous convoquez l'évêque archevêque de Constantinople et vous lui dites, tu sais, la Vierge, elle n'est pas Dieu, elle est Théotokos, elle porte Dieu, mais elle n'est pas Dieu, donc on peut en faire des représentations. Donc, il n'y a qu'à faire quelques icônes, comme ça les gens seront contents d'honorer la mère de Dieu. Donc, on retirait de l'or par des icônes. Et puis, au moment où on était en période de déflation, on convoque le même ou son successeur, et on lui dit, mais t'as bien réfléchi, elle est Théotokos, elle porte Dieu, donc elle est Dieu, donc il ne faut pas la représenter. Récupère-moi toutes ces icônes et rapporte-les au trésor public. Et les icônes redevenaient de l'or qui était de l'or monétaire. Vous avez un autre exemple célèbre que met en avant Galbraith, il dit la meilleure politique monétaire repose sur le tabac. Il dit voilà, je prends l'Allemagne entre 1945 et la réforme monétaire des années 1948, et quelle est la monnaie? C'est la cigarette américaine. Comment cette monnaie est créée? Elle est créée par le fait que la population allemande vend aux États-Unis, puisqu'elle arrive par le biais des Américains. Donc elle vend des services, d'ailleurs Galbraith, qui est un peu salace, dit la population vend surtout des services nocturnes. Et donc elle vend des services nocturnes, dit Galbraith, à l'armée américaine qui paie avec des cigarettes. Lorsqu'il y a trop de monnaie en circulation, lorsqu'il y a trop de cigarettes, c'est-à-dire lorsque le prix de la viande réclame de plus en plus de cigarettes, la population allemande dit écoutez, on ne va pas garder ces trucs, ça ne vaut plus rien. Donc que fait la population allemande? Elle fume les cigarettes. Et donc à ce moment-là, la quantité de monnaie en circulation se contracte et l'inflation s'arrête. Et donc Galbraith explique bien que le rôle extramonétaire de la monnaie, en l'occurrence la fumée, permet la stabilisation de la quantité de monnaie en circulation.
et Galbraith de conclure, il faut voir que finalement c'est totalement immoral puisque c'est le drogué, celui qui fume, qui détient la solution de la stabilité monétaire. Mais Galbraith était un vieux keynésien et donc il n'était pas si attaché que ça à la stabilité monétaire. Toujours est-il que ce qui est important, c'est que le rôle extramonétaire de la monnaie va déterminer également le type de politique monétaire qu'on peut mener. Or, la création monétaire sous Ricardo est organisée autour de la géologie. La période que nous vivons et la période qui va être la période qui va suivre est une période où concrètement on va inverser le rôle de la création monétaire. À l'époque, une banque pour prêter a besoin de dépôts. Maintenant, une banque pour prêter n'a besoin de rien. Elle fait crédit et c'est ça qui va faire les dépôts. Je reviendrai là-dessus, mais c'est important à comprendre parce que les gens ne mesurent pas toujours ça. Un jour, dans un débat, vous savez, quand M. Cantona avait annoncé qu'il suffisait de retirer l'argent de toutes les banques pour emmerder ces salopards de cupides et stupides banquiers. Et donc, un certain nombre de gens nous ont dit, effectivement, c'est lié au fait que tous ces gens-là nous reprêtent notre blé, comme disait Cantona. Et participant à une émission de débat autour de ça, j'avais dit à quelqu'un qui était, au journaliste qui était là, je dis, vous pensez vraiment que les banques vous reprêtent les dépôts? Donc, est-ce que quelquefois dans votre vie, quand vous êtes allé voir un banquier en lui disant, je veux acheter un appartement, il vous a dit, écoutez, je reprête les dépôts. Donc, pour que vous achetiez un appartement, ça dépendra des dépôts que je vais recevoir dans la journée. Donc là, il y a un boulanger, là, en bas. Si il a fait un bon chiffre d'affaires, 4 pièces. En revanche, si pour une raison ou pour une autre, il n'a pas fait un bon chiffre d'affaires, studio. Personne ne vous a dit ça. Donc le banquier, il ne vous reprête pas des dépôts. Le banquier, il s'intéresse à vous et il va vous prêter quelque chose qui n'existe pas. À l'heure actuelle, donc, c'est le crédit qui va faire le dépôt et la création monétaire est ex nihilo. À l'époque de Ricardo, se met en place un système qui est un système extrêmement contraignant dans lequel la création monétaire est encadrée par le stock d'or. Pourquoi? Parce que Ricardo va développer l'idée que modifier la quantité de monnaie en circulation, ça modifie les prix. Et non seulement ça modifie les prix, mais ça ne modifie pas leur hiérarchie. Concrètement, tous les prix sont multipliés par le même coefficient si vous augmentez la quantité de monnaie en circulation. Et donc, vous n'avez pas d'impact dans la modification de la quantité de monnaie en circulation sur la réalité économique que vous avez en face de vous. Donc, concrètement, il ne sert à rien d'essayer de modifier la quantité de monnaie en circulation parce que l'impact économique n'existe pas. Quand il y a un impact économique qui existe, c'est Cantillon, donc, qui était l'inventeur du mot entrepreneur, qui avait analysé le fait qu'en revanche, quand vous augmentez la quantité de monnaie en circulation, même si les prix augmentent, tous les prix n'augmentent pas de la même façon. Pour Ricardo, ce n'est pas le cas. Quand vous augmentez la quantité de monnaie en circulation, tous les prix augmentent de la même quantité, du même taux, car on est dans une société, et c'est le centre, le deuxième élément clé, on est dans une société de concurrence. La vraie pression que fait sur le système, sur les entreprises, l'organisation de marché, c'est de maintenir en permanence une concurrence qui va prédéterminer le comportement des gens. Donc, vous avez un problème de rente, de rémunération des talents. La réponse à ça, c'est normalement une réponse par la concurrence, d'autant plus que la quantité de monnaie en circulation ne peut générer qu'un mécanisme d'inflation-déflation sans générer de réalité de modification de l'activité économique. Le mot de rente a un succès tel qu'il rebondit dans l'histoire de la pensée économique. Pour ceux qui sont de ma génération, donc nous avons été formés par des professeurs de marxisme-léninisme, on appelait ça des professeurs d'histoire et de géographie. Et donc j'ai assisté à des cours sur la révolution bolchevique et je me souviens encore avec émotion que Boukharine, je ne me souviens pas ce que j'ai mangé à midi, mais je me souviens encore de mes cours de marxisme et léninisme. C'est à ça que je m'aperçois que le temps a passé. Et donc Boukharine avait écrit un livre qui s'appelait L'économie politique du rentier. Et ce livre était une attaque en piqué contre la théorie néoclassique qui est une défense systématique de la concurrence. Donc pour stigmatiser la concurrence, il parlait d'une économie qui défendait le rentier. Il associait concurrence et rentier. Donc la stigmatisation du rentier est quelque chose d'acquis. Il faut passer à la phase qui consiste à agir contre lui. La révolution keynésienne, 3 éléments clés.
Le premier, c'est que Keynes est très influencé par la pensée économique allemande. D'abord, il est lié à titre personnel avec Richard Kahn, qui est quelqu'un d'origine allemande, même s'il est anglais, et qui est quelqu'un qui, dans le groupe de réflexion qui entoure Keynes, qui s'appelle le Cambridge Circus, est quelqu'un qui le tient au courant de la production intellectuelle allemande. On est dans une période où la génération qui arrive dans les universités dans les années 20-30 a une maîtrise de la langue allemande. C'est une période où il y a des gens qui ont abandonné le français pour se mettre à étudier la pensée allemande. Donc Richard Kahn parle allemand, mais autour de Keynes, il y a beaucoup de gens qui ont accès à la philosophie et à la pensée allemande. D'ailleurs, Keynes va mettre en avant le fait qu'il est inspiré par un Allemand qui vit en Argentine, qui s'appelle Silvio Gesell, personnage un peu farfelu, dont pendant très longtemps on a pensé qu'il avait été une création de Keynes, que le personnage n'avait pas existé. Alors Silvio Gesell a existé, d'ailleurs on a encore la trace de son passage dans des asiles psychiatriques, et en ce sens on peut considérer effectivement que ça a été le vrai inspirateur de Keynes. Et il a d'ailleurs été commissaire du peuple de la République socialiste soviétique des conseils, socialiste soviétique de Bavière, qui a duré 6 semaines, et pendant ces 6 semaines, Silvio Gesell a eu un seul acte. Il a expliqué que sa politique économique serait fondée sur l'inflation, car l'inflation c'était le moyen de se débarrasser de la dette et de pratiquer l'euthanasie des rentiers. Et cette expression a frappé l'imagination de Keynes, qui se l'est appropriée, et qui est une expression qui est une des plus connues de la formulation de l'histoire de l'économie, et qui est une expression qui justifie et fonde de nouveau l'inflation, puisqu'on retrouve le mot de rentier. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée qui est issue de Ricardo que, effectivement, le problème, c'est le rentier. Je conclurai là-dessus parce que pour moi, encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est ça qui est essentiel, la définition du rentier et la façon dont on se comporte vis-à-vis du rentier. Alors, Keynes va donc récupérer le fait que la pensée allemande est une pensée qui, historiquement, toujours a privilégié le rôle de la demande. C'est-à-dire que vous avez l'idée qu'on appelle la loi de C, que l'offre crée sa propre demande. Lorsque vous êtes à la tête d'une usine, l'entreprise est une coquille, un mode d'organisation juridique, un moyen qu'a l'homme de rendre plus efficace son travail, mais en fin de compte, la réalité de l'entreprise, ce sont les hommes qui la constituent, et les hommes qui ont travaillé récupèrent le fruit de leur travail sous forme de distribution de revenus. Cette idée qui est la loi de C, qui est la loi des débouchés, c'est-à-dire il y a toujours en face d'un produit un pouvoir d'achat équivalent, puisque ce pouvoir d'achat a été donné par l'entreprise qui a réalisé le produit. Cette idée a été assez systématiquement contestée dans la production intellectuelle allemande. Vous avez toute une école historique allemande, donc ce qu'on appelle l'école historique allemande, dont la phase la plus en pointe à la fin du 19e siècle est ce qu'on appelle les socialistes de la chair, qui repartent de l'idée que justement, le rôle du rentier, de ce personnage qui obtient des revenus sans travailler, c'est de mettre en face de la production une demande. Que ce qui manque dans la société éventuellement, c'est de la demande. Vous avez une angoisse qui apparaît à cette époque-là sur le trop d'efficacité des hommes. Vous avez le mythe de la machine qui va faire tout à la place des hommes, et comme la machine aura tout fait, et les hommes n'auront pas les moyens d'aller acheter, puisque les hommes achètent à partir du travail qu'ils ont fourni. S'il n'y a plus de travail parce que les machines font tout, les hommes ne pourront pas acheter. Et donc, il y a une angoisse qui est d'avoir un volant de demande garanti. Et donc, Keynes va se fonder là-dessus en disant le véritable problème, c'est la demande. Deuxième élément qui est important, dans le contexte actuel dans lequel écrit Keynes, donc est reçu au Trésor britannique sur un mauvais rang, donc il finit par démissionner, et il va voir son professeur d'économie qui est Alfred Marshall, et il dit, voilà, je voudrais être économiste parce que je m'ennuie là où je suis. Et Marshall lui dit, tu fais ce que tu veux. Mais tu verras, c'est aussi ennuyeux d'être économiste parce que ce qui était intéressant, c'était de découvrir les lois de l'économie, et maintenant c'est fait, j'ai tout découvert. Donc être économiste, maintenant, c'est se contenter de raconter à des étudiants ce qu'il y a dans mes livres. Ouf, c'est assez tranquille comme métier, mais ça peut être frustrant. Et donc, en fait, ce qui est important dans Marshall, c'est que Marshall a passé un doctorat de physique. Et à partir de Marshall, les économistes vont adopter une méthode qui est issue de la physique.
Si vous regardez les gens qui ont eu le prix Nobel d'économie depuis qu'on a créé ce prix Nobel, vous avez une surdétermination américaine d'un côté et vous avez une surdétermination de physiciens de l'autre. Des gens comme Samuelson, des gens comme Friedman, des gens comme Mankiw à l'heure actuelle, qui est le jeune économiste américain qui est utilisé abondamment par les étudiants, tous ces gens-là ont des diplômes de physique. Le premier prix Nobel d'économie de l'histoire, qui s'appelait Jan Tinbergen, a reçu un coup de fil un jour en lui disant « Vous allez avoir le prix Nobel de physique ». Bon, donc il a fait Et puis, peu de temps après, il y a quelqu'un qui lui a dit « Vous allez avoir le prix Nobel d'économie ». Et donc, il a choisi d'avoir le prix Nobel d'économie parce que, disait-il à la fin de sa vie, il pensait que c'était un canular, car il ne pouvait pas imaginer qu'on distribue un prix Nobel d'économie. Sauf que quand l'Académie Nobel a su qu'il avait accepté le prix Nobel d'économie, on lui a dit sur la physique, vous repasserez. La petite histoire, un certain nombre de livres d'histoire de la pensée économique disent qu'il a eu le prix Nobel de médecine, et c'est son frère jumeau qui a eu le prix Nobel de médecine. Ce qui prouve qu'il y avait quand même de l'ambiance dans la famille. Et donc, l'économiste moderne, depuis Marshall, est assez souvent dans sa formation un physicien. Alors une fois, comme ça que je racontais ça, vous savez, il y a des gens qui se vexent. Parce que quand vous dites aux gens, bon, pour être dans le club, il faut avoir un PhD de physique, vous éliminez quand même pas mal de monde. Et donc, alors, vous avez des gens qui... Alors, un jour que j'avais raconté ça, il y a quelqu'un qui dit, oui, alors, moi, je ne suis pas un économiste, puisque je n'ai pas fait de physique, mais je comprends l'économie. Alors, vous imaginez la réponse facile qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est moi, je vois que je suis un économiste parce que je ne comprends pas, toujours pas. Et donc, toujours est-il que sur la méthode, ce qui est important à cette époque-là, c'est que les physiciens, vous le savez, se posent la question de la compatibilité entre les théories qui émergent avec la relativité générale et les théories qui émergent au niveau de l'analyse des atomes. Et donc, la période de Keynes va être celle de la césure de l'approche économique en deux blocs qu'on continue à utiliser dans les enseignements universitaires entre la microéconomie et la macroéconomie. Pour moi, cette césure est artificielle. Il n'y a que de l'économie. La seule chose que je trouve importante dans la façon dont on a perçu l'économie à cette époque-là, c'est que un certain nombre d'économistes, comme James Tobin, à partir de là, ont dit il n'y a pas d'accélération de la pesanteur de gauche et d'accélération de la pesanteur de droite. Donc, normalement, il y a une seule science économique. Il n'y a pas d'économie de gauche, il n'y a pas d'économie de droite. Et donc, c'est ce que reprendra par la suite Tony Blair quand il disait il n'y a pas de politique économique de gauche, il n'y a pas de politique économique de droite, il y a celles qui échouent et il y a celles qui réussissent. Alors, ce sera ma conclusion parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui échoue et qu'est-ce qui réussit. Et pour savoir ce qui échoue, c'est de se donner des objectifs. Donc, je reviendrai là-dessus. Deux remarques complémentaires, c'est l'époque où l'économie sur le plan quantitatif se développe. Donc c'est le moment où commencent à apparaître tous ces blocs d'économètres et la fascination des économètres est telle que la société de référence où se regroupent maintenant les économistes s'appelle la société d'économétrie. Et vous pouvez arriver à faire de l'économétrie. En ce moment, pour ceux qui s'intéressent à ça, un des gros problèmes des économistes, c'est qu'il y a un certain nombre d'économistes américains qui ont des difficultés dans la publication qu'ils ont réalisée, car ils avaient réussi à démontrer par l'économétrie que A plus B au carré est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB. Donc ça, c'est ce qu'on apprend en 6e en mathématiques. Et donc, ça a provoqué un émoi chez un certain nombre d'économistes européens sur le thème « Était-il nécessaire de mobiliser des heures d'ordinateur pour arriver à ce résultat ?» Et surtout de noter triple A, puisqu'il y a des notations dans les articles économiques, un article qui était arrivé à un résultat assez performant, puisqu'il était assez conclusif quand même. Alors on ne sait pas si les Américains sont passés au calcul de A plus B au cube, on l'espère. Ça permettra de déblayer un peu le travaux scientifiques de l'économie. Alors, si je compare sur le fond l'approche, et c'est le noyau du problème. D'un côté de Ricardo, de l'autre Keynes, et puis je vais voir les conclusions qu'on en retire. Ce qui est important dans la démarche de Ricardo, c'est qu'il y a un personnage central qui est l'entrepreneur. Et ce personnage central, son mode d'expression privilégié, c'est qu'il va réaliser de l'investissement. Pour réaliser cet investissement, il a besoin d'une épargne préalable. Keynes dit, il n'y a pas besoin d'épargne puisqu'il y a du crédit. Et donc on peut arriver à démontrer que l'égalité entre l'épargne et l'investissement, car il y a dans toute économie égalité entre l'épargne et l'investissement.
Dans une logique où vous avez une contrainte monétaire forte, elle repose sur une épargne préalable. Mais dans une logique où vous avez une économie qui accepte la création de crédit, elle repose sur une séquence, vous avez crédit, investissement, distribution de revenus qui génère l'épargne qui va correspondre à l'investissement réalisé. Donc, au centre du premier débat, vous avez la nature de l'investissement et qui va juger de la pertinence de l'investissement. Quand l'épargne est préalable à l'investissement, c'est l'épargnant, c'est donc l'entrepreneur, c'est la personne qui va apporter les crédits, les fonds initiaux, qui va réaliser une réflexion sur la nature de l'investissement. Dans une société de crédit, vous avez un pouvoir qui est partagé entre l'entrepreneur et son banquier. Et donc, Keynes insiste sur le fait que le centre de l'économie, ce n'est plus l'épargne, c'est vraiment l'investissement et la capacité de la société à trouver un investissement pertinent. Si je remonte au-dessus, dans la logique de Ricardo, vous avez ça dès le chapitre 1er, qui est repris ensuite par les néoclassiques. Vous avez l'idée que normalement dans une économie, ce sont les prix qui s'ajustent. Avec une angoisse particulière, c'est que l'état d'information des agents économiques sur les prix ne sont pas toujours les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez un exemple assez célèbre, c'est que si c'est le prix qui est le vecteur essentiel de l'économie, il faut que normalement tout le monde ait la même information sur les prix. Je prends un exemple donc là très concret. Sur un marché agricole, normalement, le paysan, quand il sème, il a le prix de la date de la semence. L'acheteur, quand il achète, il a le prix de la date de la récolte. Et donc, tous les deux n'ont pas exactement le même prix. Alors, ça se modélise sur le plan mathématique. Ce qu'il y a de déroutant dans le modèle mathématique qui est derrière, c'est que plus le paysan intègre le prix dans sa réflexion, plus le marché est déséquilibré. Si le paysan tient vraiment compte de l'information que constitue le prix, le marché ne donne pas d'équilibre. Et donc, Keynes, à partir de là, dit en fait, les prix ne sont intéressants que s'ils sont vraiment rigides. C'est-à-dire que si on considère que dans le système, vous avez une stabilité dans le temps des prix, ce qui est paradoxal puisqu'on associe Keynes à l'inflation. Mais Keynes part du principe que vous avez rigidité des prix et que ce sont les quantités qui s'adaptent. C'est-à-dire que normalement, l'équilibre va se réaliser sur des distorsions sur les quantités, ce qui va donner l'équilibre de sous-emploi. Enfin, dernier élément, vous avez des invariants dans l'économie. L'invariant chez Ricardo et les classiques, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Il y a neutralité de la monnaie, la quantité de monnaie en circulation n'a aucune importance. Et donc, le rapport de la population à la monnaie est un rapport relativement distancié. Donc, garder ou ne pas garder de la monnaie n'a aucune importance, ce qui fait que la vitesse de circulation, le nombre de fois où un outil monétaire change de main, est stable dans le temps. En revanche, les invariants du keynésianisme, ce sont des invariants qui vont correspondre à l'économie réelle. En particulier, et dans les petites équations, donc il y en a deux qui sont importantes. La première, c'est que l'investissement n'est pas déterminé par l'épargne, il est déterminé par l'anticipation des débouchés. Donc l'investissement va être déterminé par les variations de revenus qui permettent de générer une anticipation de débouchés. Et donc l'invariant important, c'est la façon dont les entreprises anticipent leurs débouchés. Ceci est assez bien écrit dans le chapitre 22 de la théorie générale de l'œuvre de Keynes, donc c'est probablement Richard Kahn qui a écrit ce chapitre, c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez brillant, c'est d'une limpidité exceptionnelle, et donc il y a une description de la détermination de l'investissement par les débouchés qui est d'une limpidité, là encore une fois, assez marquante. Et puis vous avez cette idée donc que si les prix sont rigides, les prix malgré tout se déforment, et dans la déformation des prix, il y a le fait que vous avez une distorsion entre l'évolution des salaires et la productivité. Le problème de la distorsion des prix est un problème, là aussi, d'absence de concurrence sur un marché particulier qui est le marché du travail. Si je résume, vous avez une opposition entre où se fait l'adaptation, est-ce que c'est le prix qui s'adapte ou est-ce que c'est la quantité? Est-ce que l'épargne suscite l'investissement ou est-ce que l'investissement est suscité par d'autres facteurs et essentiellement les débouchés? Et quels sont les invariants? Est-ce que les invariants tournent autour de la monnaie ou est-ce que les invariants tournent autour de l'économie réelle, c'est-à-dire autour de la consommation, de l'investissement et de la productivité? Qu'est-ce qu'on en déduit de tout ça? Donc je passe assez rapidement sur ces équations qui décrivent les équations de l'économie.
Ce qui est important dans toutes ces équations, c'est la dernière, parce que je vais en arriver à mes conclusions, mais dans la dernière, si vous combinez toutes ces équations qui sont l'égalité entre l'offre et la demande, le fait qu'on répartit le revenu et le fait que ce revenu est issu de la production, la dernière équation, S moins I plus T moins G égale X moins M, est une équation qui associe le niveau d'épargne au déficit budgétaire et au déficit extérieur. C'est une équation qui est importante parce que c'est une équation qui s'impose à tout le monde, mais qui explique bien qu'un pays qui a un problème de déficit extérieur est un pays qui manque d'épargne. Et donc, un pays qui a un problème de déficit extérieur est un pays peut-être qui n'exporte pas assez, mais c'est surtout un pays qui importe trop. On a un déficit extérieur parce qu'on a trop de pouvoir d'achat. Alors, on nous le dit de multiples façons, au nom de la compétitivité, et on finit par nous dire, bon, mais la compétitivité, pour la rétablir, il faut baisser les salaires. Au XIXe siècle, quand on disait il faut baisser les salaires pour garantir l'emploi, on disait on a fait du droit au travail un devoir de misère. C'était des économistes qui disaient ça. Alors Paul Lafargue, qui était le gendre de Marx, a récupéré ça. Ce que je trouve consternant à titre personnel, et c'est une digression, c'est un gouvernement qui se dit socialiste, qui nous annonce que notre avenir sera dans la baisse des salaires. Parce que quand on nous dit qu'on n'est pas assez compétitif et qu'il va falloir faire un choc de compétitivité en baissant le coût du travail, c'est que des gens qui prétendent défendre les travailleurs sont en train, au nom du droit au travail, de nous menacer d'un devoir de misère. À titre personnel, je ne me laisserai pas faire. Je gueulerai, oh, ils finiront par me prendre le pouvoir d'achat en me disant que c'est pour mon bien. Mais au moins, j'aurai eu le plaisir, comme le misanthrope, d'avoir râlé. Et donc, si on veut redresser la situation, eh bien, il faut redresser la situation d'épargne. Et donc, un véritable enjeu pour une économie qui est en déséquilibre, c'est son déséquilibre qui est lié à sa situation d'épargne, et c'est singulièrement à sa situation d'épargne publique. L'héritage de Ricardo, car Ricardo explique ça également, c'est que, avec le Robin Hood Reverse, qui consiste à générer, aux dépens des pauvres, des revenus aux riches, le déficit public a en plus comme conséquence, en général, d'entretenir la perte globale de puissance et de substance monétaire du pays, puisqu'il est à l'origine du déficit extérieur, et donc de préparer en plus l'abaissement progressif du pays. Donc, dans cet enjeu autour du déficit extérieur, il y a en réalité un enjeu autour du déficit budgétaire, et je reviendrai là dans mes conclusions sur l'actualité, mais s'il y a des salaires à baisser, c'est plutôt ceux des gens qui sont dans le secteur public, parce que ça baissera le déficit budgétaire, plutôt que des gens qui créent de la richesse dans le secteur privé. Et moi j'ai des étudiants, je pense que certains d'entre vous aussi, et c'est une digression, et encore une fois, mais un certain nombre d'étudiants sont venus me dire que quand même, quand on avait les 5 personnages de la FEP, qui sont légitimes dans leurs propos, mais qui annoncent qu'on gagne trop dans le secteur privé, vu ce qu'ils gagnent eux-mêmes, et qui vont annoncer à leurs salariés qu'il va falloir qu'ils baissent leur salaire, mes étudiants ont cette capacité sympathique qui est la jeunesse, qu'un vieillard, lui, appelle l'indignation. Et donc, les salaires à baisser, encore une fois, c'est les dépenses publiques. Alors, l'héritage keynésien dans tout ça, et qu'est-ce qu'il faut maintenant récupérer dans la politique économique? L'héritage keynésien tel que nous l'avons vécu, c'est un héritage où on nous a parlé de moteurs de la croissance. Les moteurs de la croissance, à partir des petites équations du dessus, je ne vais pas multiplier les calculs algébriques, je vous demande de me faire confiance, et de toute façon ça se retrouve dans n'importe quel livre, c'est que, au travers du modèle keynésien, on avait 3 facteurs de croissance qui étaient l'investissement, la politique budgétaire et les exportations, avec un effet qui était amplifié par ce qu'on appelait le multiplicateur. 2 remarques par rapport à ça. Nos hommes politiques, je dis ça en présence d'Alain Madelin, mais je l'écarte un peu par rapport à nos hommes politiques traditionnels, adorent le fait qu'en réalité, la croissance économique, c'est la consommation. Et on relance par la consommation. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi on ne le fait pas davantage, parce que la relance par la consommation, ça fait plaisir aux consommateurs. Si ça relance la croissance, ça permet des emplois, donc ça fait plaisir aux chômeurs qui n'est plus. Et in fine, puisqu'il n'y a plus de chômeurs, il y a la production, ça fait des profits, donc c'est gagnant-gagnant. Quelle est cette espèce de sadisme qui consiste à refuser cette stratégie gagnant-gagnant? Eh bien, alors le moteur de la croissance par la consommation, mais c'était éternel. C'est-à-dire, on nous a encore fait le coup dans le commentaire de la situation économique que nous vivons. On nous a dit qu'il y a 0,2 points de croissance en France au 3e trimestre grâce à la consommation.
0,2 points, remarquez, il n'y a pas de quoi s'affoler quand même. Mais elle vient d'où cette consommation? Ah ben elle vient de l'allocation rentrée scolaire. Ah ben d'accord. La relance, c'est de la politique budgétaire en déficit. Parce que quand vous augmentez l'allocation de rentrée scolaire, quand vous avez 70 à 80 milliards de déficit budgétaire, c'est de la politique budgétaire par le déficit. Donc vous retrouvez les outils keynésiens traditionnels avec les résultats traditionnels. Concrètement, les exportations, ça marche, mais les exportations, ça consiste à voler la croissance de ses voisins. Pas désagréable d'aller piquer la croissance chez les autres, surtout que les autres sont par nature des concurrents déloyaux. Vous avez remarqué, notamment dans notre pays, hélas, nous sommes ouverts au libre-échange, mais nous avons en face de nous des gens qui sont déloyaux. Donc nous sommes obligés de passer du free trade au fair trade. Et être juste dans le commerce, c'est mettre des barrières douanières pour empêcher le chinois sournois, l'anglais fourbe et l'allemand travailleur de nous inonder de ces produits. Et donc, piquer de la croissance à ses voisins, ce n'est pas de la croissance économique. La politique budgétaire, ben, ce n'est pas de la croissance économique non plus, parce que c'est piquer de la croissance à ses descendants. C'est-à-dire que les exportations, c'est voler la croissance des autres, les politiques budgétaires, c'est voler la croissance de nos descendants. Oh, il y a eu de la croissance économique en Grèce. Je pense qu'il y a quand même des gens à qui on est en train de voler leur vie. Parce que cette croissance économique. Et donc, je pense qu'avec les titres émus qu'il y avait dans la presse à un moment donné, le retour de Keynes, je vois assez peu dans les rues d'Athènes les portraits de Keynes brandis pour les remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, le véritable enjeu du moteur de la croissance, c'est l'investissement. Et cet investissement, effectivement, c'est les entreprises privées. Et donc, le véritable enjeu de la politique économique, c'est d'avoir un moteur de la croissance. Ce moteur de la croissance, c'est l'investissement privé. Et donc, le véritable enjeu n'est pas de se substituer aux entreprises, mais de créer les conditions qui vont faire que les entreprises vont investir. Est-ce que ça veut dire que l'État n'a rien à faire? Mais pas du tout. L'État, il est là pour que les entreprises investissent. C'est du progrès technique. Il faut que l'État favorise le progrès technique. Oh, nous en avons conscience. Nous vivons dans un monde où il ne se passe pas un jour sans qu'on nous parle d'innovation. Innovons, mes frères. Donnez-nous notre innovation quotidienne. Bon, mais enfin, ça ne se décrète pas, l'innovation. Et donc, dans le côté un peu bizarre de l'innovation, il y a l'obsession d'augmenter les dépenses d'éducation. Ça va faire de l'innovation. Je le dis en votre présence, je suis enseignant. Si vous augmentez mon salaire, ça augmentera les dépenses d'éducation. Si vous êtes persuadé que ça améliorera la croissance, n'hésitez pas. Mais, je vous dis une chose, moi, à titre personnel, j'aurai la retenue et la décence de vous dire que ce serait bien inutile. C'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans les entreprises où on innove et où on fait de l'investissement. Alors, je reviens sur la monnaie, puis je vais arriver à ma conclusion par rapport à ça, en reprenant cette idée que d'un côté, il y a cette idée que l'enjeu, c'est la destruction de la rente, la défense de l'entrepreneur, la mise en branle de l'innovation par le biais de l'investissement, et de l'autre, l'illusion des moteurs de la croissance, qui sont de la prédation de croissance au détriment des autres, les autres étant le voisin ou les autres étant les enfants. Alors, sur la création monétaire, j'insiste là-dessus. La grande chose qu'on ne peut pas retirer de la pensée de Ricardo en la matière, c'est qu'il vivait à une époque où le mécanisme bancaire était extrêmement rudimentaire. Donc la pensée de Ricardo est une pensée qui, sur le plan monétaire, est assez réduite. D'ailleurs, il évacue, si vous avez là encore une fois la curiosité de lire son livre, sur les problèmes monétaires, il évacue la chose dès le premier chapitre. Il explique d'ailleurs pourquoi, parce qu'il dit qu'il y a eu une obsession monétaire de mes prédécesseurs. C'est vrai que vous avez toute une tradition de naissance de la pensée économique au travers de l'analyse de la monnaie, et il évacue ça en disant que l'obsession monétaire finit par faire perdre de vue les véritables enjeux. Et non, ce n'est pas lui qui souligne ça, mais c'est un économiste anglais, donc c'est McCulloch, qui souligne que celui qu'on considère comme le premier économiste dans l'histoire, qui s'appelait Antoine de Montchrétien, avait écrit un traité qui s'appelle Traité de l'économie politique, et il recommandait au roi, puisque c'était à l'époque des conseils qu'il donnait au roi, le roi en question était Louis XIII,
il lui recommandait d'augmenter la quantité de monnaie en circulation. Et McCulloch souligne que finalement il avait été cohérent puisqu'il est mort comme faux monnayeur en ayant utilisé son entreprise de métallurgie à fabriquer des fausses pièces de monnaie. Donc c'était au moins un économiste qui croyait en ce qu'il faisait puisqu'il était allé jusqu'au bout de sa démarche. Et donc cette vision de la monnaie qui avait été une obsession monétaire, la période de Ricardo l'oublie. Il y a une pensée monétaire classique, mais une pensée monétaire qui ne peut pas s'appliquer ex abrupto sur la situation dans laquelle nous sommes. Néanmoins, ce qu'il y a d'important dans les héritiers maintenant de Ricardo, qui sont les gens qui sont autour de la nouvelle macroéconomie classique, c'est de constater que dans le mécanisme de crédit, vous avez un caractère qui est autorégulateur. Je suis dans une période de ma vie où je commence à penser qu'on n'a même pas besoin de banque centrale, que la concurrence entre les banques doit permettre d'assurer la régulation du marché monétaire. Ça fait partie donc des questions que je me pose. Comment est-ce qu'une économie peut vivre avec un monopole? Et pourquoi est-ce qu'on a instauré des monopoles sur cet aspect particulier qui est la monnaie? Alors vous avez un problème de coût marginal, vous avez un problème de niveau de production Mais néanmoins, je commence à me poser cette question, parce que normalement, une banque qui est une banque qui est sur un marché monétaire, qui a besoin de se refinancer auprès des autres banques, donc une banque, ça fait crédit à quelqu'un, ex nihilo, donc ça vous donne 100, en disant, vas-y mon coco, tu peux dépenser. Sauf que quand vous dépensez, quand vous faites un chèque, votre chèque, il ne revient pas à la banque initiale, il vient dans une autre banque. Et à ce moment-là, l'arrivée de ce chèque dans une autre banque crée un rapport de force entre les deux banques. Donc les deux banques s'évaluent. Donc, par le mécanisme du crédit et de la multiplication des banques, eh bien, vous avez un regard porté par les banques sur ce que font les autres banques, et à partir de ce moment-là, vous avez un mécanisme autorégulateur. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, parce que si on fait n'importe quoi, les autres banques, au bout d'un moment, vont refuser de vous refinancer, vont vous dire, écoutez, le chèque, là, moi, j'en veux plus. Ce chèque-là, il est vérolé, le mec qui est derrière, il fait n'importe quoi. Et donc, vous êtes exclu du système par le jugement que va porter les autres membres du système bancaire. Alors, encore une fois, Ricardo, lui, envisageait une banque centrale qui était une banque centrale prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire assureur en dernier ressort. La vision qu'il y a dans la loi de 1844 sur la Banque d'Angleterre, c'est qu'elle est en prêteur en dernier ressort du système bancaire et prêteur en dernier ressort de l'État, car Ricardo a connu la banqueroute de l'État français en 1789-1793, et là aussi, il sait bien que ça s'est en fait assez mal terminé. Comme le dit d'ailleurs, c'est Malthus qui le dit, là, il dit les Français à l'époque ont tout essayé, l'inflation, les assignats, l'exécution physique des banquiers, la banqueroute, c'est la banqueroute de 1793, et le pillage organisé, c'est Napoléon. Et ils disent finalement, rien de tout ça n'a marché. Je crois qu'effectivement, ni l'inflation, ni je n'ai qu'un ennemi, la finance, ni la banqueroute, ni je vais aller voler l'argent des autres, ça ne marche. Et donc, par rapport à ce mode d'organisation, je pense, mais ça c'est au stade où j'en suis arrivé, c'est une réflexion que j'ai besoin d'affiner. Alors, pour conclure, quels sont les éléments clés maintenant dans l'organisation de l'économie? Je pense que, comme je vous l'ai dit, la nouvelle macroéconomie classique, qui est l'héritage de Ricardo, a vocation à nous fournir la clé de ce qui va se passer. Dans la nouvelle macroéconomie classique, il y a l'idée qu'il y a des fluctuations économiques, des cycles, que ces cycles ont une régularité qui n'est pas celle qu'avaient anticipé les keynésiens et qu'un certain nombre de gens ont voulu mettre en avant. Néanmoins, c'est cette idée qu'il y a des périodes qui sont des périodes d'accélération de la croissance et qui sont des périodes de ralentissement de la croissance est assez commode. Non seulement elle est assez commode, mais elle correspond au constat que l'on peut faire. Nous avons des ralentissements brutaux de croissance, nous avons eu une récession en 1993, nous avons eu un ralentissement en 2001, nous avons eu une récession en 2009. Et puis vous avez des périodes d'emballement de la croissance économique, emballement qui est de moins en moins élevé. Donc je pense qu'il faut intégrer cette idée aussi que la politique économique, le rôle de l'État, c'est de s'adapter et de faire en sorte de lisser ses à-coups. Mais que fondamentalement, la croissance repose sur la capacité à générer de l'investissement dans les entreprises. Alors par rapport à ça, autrefois, quand je faisais mes études et qu'on m'apprenait donc les bonnes vieilles règles de Tinbergen,
la politique budgétaire agissait sur le chômage et la politique monétaire agissait sur l'inflation. Je pense maintenant que le rôle de la politique budgétaire, le rôle de l'État, c'est trois choses. La première chose, c'est effectivement de lisser un peu la conjoncture économique. Et on peut lisser la conjoncture économique par une fiscalité en stabilisateur automatique. C'est d'ailleurs ce que notre Parlement vient d'adopter au travers du TSCG. Et à titre personnel, j'étais favorable à ce nouveau traité. Oh, il y avait des contestataires. Vous avez vu la contestation de la manifestation en septembre. Et le petit journal, cette émission célèbre de Canal+, qui a le caractère assez impertinent, ils interrogeaient des gens dans la manifestation et ils leur demandaient où a été signé le traité de Maastricht. Et le résultat fut assez surprenant, puisqu'il y avait quand même les trois quarts des gens qui ne savaient pas où avait été signé le traité de Maastricht. Mais ils avaient une vision très claire de ce qu'il fallait, pourquoi il fallait refuser le traité en question. Et donc, la deuxième chose que doit faire l'État, je pense que l'État, effectivement, est là pour assurer des services publics. C'est-à-dire être au service du public et non pas au service de la bureaucratie. Et donc, je pense que le rôle de l'État, c'est d'assurer des mécanismes dans lesquels on est vraiment Robin Hood. Il ne s'agit pas de spolier les riches, mais il s'agit d'aider les pauvres. Et je pense que l'État actuel ne remplit pas cette mission. Donc, il y a une vraie réflexion à faire sur la dépense publique à partir de l'idée que l'État doit être Robin des Bois, mais un Robin des Bois plutôt du côté du moine que du guerrier. Et puis, la troisième mission de l'État, c'est de réfléchir à une structure de fiscalité qui incorpore les externalités. Alors, vos dirigeants savent ce que c'est qu'une externalité, parce que quand on vous dit que les droits sur la bière rapportent 400 millions d'euros, qu'on va les doubler et qu'ils vous disent que ça va rapporter 800 millions d'euros, ils ont bien compris qu'il n'y a aucune élasticité, c'est-à-dire qu'on est en face d'une drogue que les gens consomment quoi qu'il arrive. Donc ils ont bien compris qu'on est dans un produit un peu bizarre, et donc ils s'en mêlent. Ils ne s'en mêlent pas pour nous empêcher de boire, ils s'en mêlent pour nous vider en même temps que nos verres, vider aussi nos poches. Mais ça peut sombrer dans le grotesque quand il s'agit de pourchasser le Nutella. Mais fondamentalement, je pense qu'il y a quand même des enjeux, et des enjeux que la fiscalité doit incorporer. L'État doit lutter contre l'inflation, doit lutter pour la régulation économique, l'État doit assurer le fonctionnement du marché au travers de la concurrence. Le rôle essentiel de la politique économique, c'est de promouvoir la concurrence sous forme de libre-échange en extérieur et de concurrence en intérieur. C'est parce que là aussi, ce que disaient les économistes classiques, c'est parce que c'est redoutable la concurrence, parce que c'est la liberté. Et il y a un passage extraordinaire chez Senior, où il dit, on va être confronté au moment où on va accepter la concurrence et la liberté, au fait que c'est la responsabilité. Et c'est à ce moment-là que les gens vont devenir majeurs, parce qu'ils auront l'impression que quand ils ont échoué, ce sera leur responsabilité, ce sera leur faute. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire accepter par la population. C'est tellement facile de dire « j'ai échoué parce que je suis une victime ». Et donc Senior dit, le véritable personnage qu'il faut détruire, c'est Figaro. Parce que Figaro dit « je suis un raté parce que je suis mal né ». Et dans la société moderne, tout le monde est bien né. Et donc, le véritable problème, c'est « et alors pourquoi je suis un raté ?» Et donc, Senior dit « c'est ça le problème de la démocratie, de la liberté et de la concurrence. » Le problème est toujours pendant, et là, on est dans un combat qui est un combat idéologique. Comme le disait Irving Fisher, qui est un économiste des années 20, en face de la concurrence, il y a la doxa des ratés. Et donc, combattre la doxa des ratés, c'est un véritable combat. Ensuite, vous avez équivalence ricardienne, c'est-à-dire que la politique budgétaire est inefficace, c'est-à-dire que chaque fois que vous augmentez une dépense, concrètement, vous baissez une dépense privée. À l'époque de Ricardo, c'est parce que vous faisiez une ponction directe sur la population. À l'heure actuelle, vous pouvez dire, mais je crée de la monnaie, je fais du crédit. Mais en modifiant ainsi les anticipations de la population, vous incitez la population à épargner. Alors, c'est un modèle très simple. Moi, je donne des cours d'économétrie à mes étudiants. La seule fois où la régression marche, parce que ça ne marche jamais, c'est jamais significatif, tout ce qu'on m'a appris ne marche jamais. La seule fois où ça marche, c'est quand vous associez le taux d'épargne au niveau de déficit public. Alors là, ça marche à tout.
ne serait-ce que parce que le déficit public, on le vend à des gens qui l'achètent, et donc ça augmente le taux d'épargne. Quand on émet une OAT, on émet un contrat d'assurance vie, et donc il y a de l'épargne qui augmente immédiatement. Et la personne qui achète un contrat d'assurance vie ne dépensera pas cette somme d'argent. Donc il n'y a pas de rôle à utiliser, d'utilisation à faire de la politique budgétaire autre que dans le réglage des dépenses, dans le réglage conjoncturel. La politique monétaire, elle est là pour le financement de l'économie. Et donc, le véritable enjeu de la politique monétaire, et c'est pour ça que je pense que la Banque centrale n'est pas forcément utile, le véritable enjeu, c'est de rendre les gens responsables. Et donc, la politique monétaire, elle est vraiment efficace si la Banque centrale n'a rien à faire. Pour moi, la politique monétaire d'une banque centrale, c'est l'arme atomique. Quand on l'utilise, c'est qu'on n'a pas réussi à persuader les banquiers de faire ce qu'ils avaient à faire. Et donc, le problème de l'arme atomique, c'est qu'il ne faut jamais l'utiliser, parce que sinon, c'est toute la théorie de la dissuasion. Sauf que les banquiers centraux se mettent à l'utiliser. Donc, le plus sûr moyen d'avoir l'arme atomique, c'est de ne pas avoir, c'est de supprimer le bouton. Comme ça, il y a l'arme atomique, il n'y a pas le bouton, et puis on se débrouille. Mais encore une fois, pour conclure dans tout ça, je pense que nous sommes arrivés à une phase où, effectivement, comme le disait Guenry, et Keynes lui-même le disait, l'État a été le grand maître du XXe siècle parce que les populations attendaient quelque chose de lui et qu'il y avait un discours et une offre politique qui affichaient la capacité de l'État à résoudre leurs problèmes. En 1938, quand Roosevelt se pose la question de savoir s'il faut continuer ou non la relance, il y a Morgenthau qui vient le voir et qui lui dit on arrête. On a augmenté la dette publique. Je vous renvoie au livre de Forain-Aftalion qui montre ça très bien. Et Morgenthau dit on a augmenté la dette publique, on a plus de dette publique, il y a toujours autant de chômeurs. Ah, on a changé la situation. Bon. Et donc, Morgenthau lui dit mais il y a Keynes qui vous a envoyé une lettre vous expliquer qu'il ne fallait pas céder, qu'il fallait continuer. Et Roosevelt dit, mais qui c'est ce Keynes? Et Morgenthau lui dit, mais c'est l'économiste anglais qu'on a reçu, vous avez reçu en 1932. Ah, c'est Roosevelt? Oui, oui, je vois très bien, c'est ce personnage prétentieux et incompréhensible. Et donc, effectivement, le personnage prétentieux et incompréhensible avait une chose où il était compréhensible, c'est qu'il disait en permanence, si vous ne faites rien, il y a des gens qui vont apparaître sur le spectre politique qui vont dire « nous, on est capable ». D'ailleurs, il y a un livre d'un de nos collègues économistes qui s'appelle Jacques Chénéreux, qui s'appelle « Nous, on peut ». Et donc, Keynes disait déjà « si vous ne faites rien, vous aurez toujours en face de vous des gens qui viendront en disant « nous, on peut, on est capable ». Et donc, il faut que vous bougiez. Le problème, c'est que bouger, ça ne veut pas dire bouger dans tous les sens. Et je pense qu'il faut avoir un discours qui est un discours. Donc Keynes avait raison, il faut une réponse. Et la population attend. Et cette réponse, elle est pour moi dans ces deux mots essentiels, employabilité, concurrence. Ce que la population attend, c'est qu'on lui donne sa chance. Puisque tout le monde est bien né, il faut que tout le monde reçoive la chance d'exercer son talent. Et une fois qu'on a eu cette chance-là, on ne peut le mesurer ce talent que si en permanence on se compare. Et donc, si en permanence, on est en situation de concurrence. Donc, si j'étais au pouvoir, qu'est-ce que je ferais? Je ferais les 60 milliards d'économies dans le budget que M. Hollande nous a promis. Qu'il le fasse, j'attends. Mais j'attends avec sérénité, mais pas avec ironie. J'espère qu'il va le faire, et je pense qu'il va le faire parce qu'il faut le faire. Donc, j'équilibrerai comme ça les finances publiques au niveau structurel, et je ferai de la concurrence tous azimuts. Ce sera le mot de la fin. Dans les petites chroniques que je raconte, j'ai raconté l'autre jour l'origine de l'expression laisser faire, laisser passer. Et Alain Ladnin insiste régulièrement là-dessus. C'est laisser faire, laisser passer avec un Z. C'est un impératif. C'est Zorro. C'est Z comme Zorro. Et donc à l'origine, alors on ne sait pas très bien quelle est l'origine objective de l'expression, puisqu'elle apparaît chez Turgot, qui cite Vincent de Gournay, Jacques Vincent de Gournay. L'expression probable, c'est qu'au moment de la révolte du papier timbré, qui est une révolte du monde des affaires sous Colbert, Colbert crée un impôt sur les entreprises, et pour trouver le bénéfice des entreprises, à l'époque, c'est pas facile. Donc l'idée, c'est de les obliger à acheter quelque chose. Donc on les oblige à acheter du papier,
papier timbré, en fait un papier qu'ils doivent se procurer dans un certain nombre d'antennes de la ferme générale pour faire leurs écritures. Et l'administration ne pourra être en contact avec eux que s'ils ont écrit sur ce papier. Alors, le papier d'ailleurs se généralise, on dit on fait la même chose pour les mariages. Et à l'époque, il n'y avait qu'un mariage dans sa vie. Enfin, bon, maintenant, avec les divorces et tout ça, bon, je préfère rester discret sur le truc parce que à Bercy, il y a des mecs qui disent ah mon Dieu, c'est pas mal, bon coup, l'assiette s'élargit, donc bon coup. Et donc, et que fait Colbert pour vérifier que c'est supportable? Il convoque le prévôt des marchands. Le prévôt des marchands, c'est quoi? C'est un fonctionnaire, c'est un protectionniste, c'est un inspecteur des finances, c'est un énarque. Donc il lui dit, mais allez-y mon brave, mais bien sûr, si je peux être utile au roi, il n'y a aucun problème. Et donc, c'est du patronat protectionniste, libéral, conservateur. Et en face, il y a qui? Il y a Bordeaux et Nantes qui se révoltent. Pourquoi? Parce que Bordeaux et Nantes, c'est des ports. Et Bordeaux et Nantes, ils sont dans l'économie mondiale. Ils savent ce qui se passe dans les Provinces-Unies. Ils savent ce qui se passe en Angleterre. Et donc, quand on convoque le gendre à Versailles, Colbert lui dit, mais qu'est-ce qui vous a pris? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et c'est là qu'il répond, oubliez-moi. Laissez faire, laissez passer. Laissez-nous faire, laissez-nous faire, laissez passer. Et donc, je pense que le véritable message maintenant qu'il faudrait, c'est non pas nous réclamons le devoir de misère, c'est d'aller voir tous nos dirigeants et de leur dire vive Xavier Niel, laissez-nous faire, laissez passer. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots.